On va passer de la reproduction à la mort, ça tombe bien puisqu'on peut mourir au cours de l'accouchement, mais ce n'est pas tout à fait ça dont je vais parler. C'est comment j'en suis venue à proposer cette idée apparemment saugrenue que l'institution médicale doit être considérée comme une institution religieuse séculière de nos sociétés contemporaines. Alors évidemment, religieuse, séculière, c'est comme si je dis des oxymores, et c'est comme ça. Donc comme je le disais au début de l'entretien, mon intuition quand j'ai travaillé sur les objets cultuels aborigènes, les Tjuringa, qui ne sont pas censés être vus c'est vraiment l'objet le plus sacré, ça reste sacré, mais en même temps, en parler, c'est aussi parler de choses qu'on a peut-être exhibées et que maintenant, on doit savoir qu'on ne doit pas exhiber, donc ça fait parler aussi. Et puis il y a une marque de t-shirt, quand j'y étais, qui s'appelait Tjuringa, qui a des très beaux t-shirts d'ailleurs. Donc voilà, il y a des positions différentes parmi les aborigènes. Je pense que c'est mieux que ce soit eux qui parlent de ces choses-là. Donc mon intuition, c'était que cet objet Tjuringa était un objet vraiment puissant. Et c'est vrai que quand on le voit, le côté sobre, comme l'a très bien décrit d'ailleurs, pas décrit, mais suggéré Durkheim, l'idée que les objets les plus puissants, c'est ceux qui sont les plus simples. Un bâton dans un rituel a une fonction très importante et on doit distinguer ce type d'objet. C'est comme les statuettes à clous africaines. Elles sont, ou même les objets en terre évoqués par Marc Auger en Afrique, sont des objets qui sont puissants alors même qu'il est très difficile de les associer à un référent univoque ordinaire, enfin ordinaire ou même pas ordinaire, et que c'est très différent des objets très beaux, des flèches fêtières, on a dans l'architecture plein de choses beaux, il y a des beaux objets aussi, mais ce n'est pas ces objets-là qui ont une fonction hyper puissante généralement. Donc, on va dire que c'est beau quand on voit des masques, papous, etc. Mais quand on les regarde, c'est pas beau. Ils sont puissants et donc il y a une esthétique de la puissance. C'est plus au sens effectivement du sublime. Donc l'horreur peut être sublime. Alors c'est pas horrible, il y a une esthétique, mais quand même, on a l'impression qu'on retranche. Et je pense qu'effectivement, tous les objets rituels puissants sont des objets qui sont auto-référentiels. Ils prétendent représenter autre chose, mais en fait, ils présentent eux-mêmes. Et un peu comme de la même façon que à un autre niveau, sur un autre plan et avec des moyens autres, dans ce que je disais sur la mythologie donne l'apparence de dire quelque chose, mais elle ne fait que dire la réalité telle qu'elle est, sous une forme différente, qui fait qu'on va l'interroger à nouveau frais et d'une façon nécessairement différente. Donc là, pour moi, mon intuition, c'était que le cadavre était le prototype de l'objet cultuel. Et donc, comme je le disais, c'est là où je me suis dit que finalement, revenir à quelque chose que j'avais refusé de faire, je dis souvent, j'ai fait médecine, ethnologie, j'ai pas fait d'anthropologie médicale, j'ai fait ethno et psychiatrie, mais j'ai pas fait d'ethnopsychiatrie, qui était la façon de maintenir un écart entre disciplines. Je pense que la transdisciplinarité est une chose, on en parle, on nous en rabat les oreilles, c'est très très difficile et ça demande une méthodologie qui souvent n'est pas travaillée, on n'a jamais le temps de justement écouter les disciplines dans leurs différences et je pense que c'est dans l'écart de nos disciplines qu'on peut vraiment être fécond, c'est un peu comme quand on sépare
les deux sexes pour se reproduire. Pour en faire quelque chose de neuf, il faut maintenir les écarts pour créer quelque chose qui combine les deux. Ou, voilà, enfin, donc je trouvais que j'avais beaucoup de plaisir en médecine. J'ai beaucoup de plaisir en psy, dans la clinique psy. Mais si vous voulez, dans la médecine, autant que dans la psychothérapie, en dépit de la façon dont on présente la pratique, on est dans l'ici et maintenant. Une chose qui n'est probablement pas dite de la pratique psy et que maintenant je travaille, Michael Haussmann et moi-même, on co-organise un atelier qui s'appelle Nouvelles formes de médiation relationnelle. J'ai souvent l'occasion de rappeler, et grâce d'ailleurs à cet atelier, de remarquer que, en fait, on a, au cours de la clinique, on doit sans cesse se demander qu'est-ce qui est soi. Est-ce qu'on n'impose pas une perspective qui est la nôtre à quelqu'un qui en a une autre et qu'on n'arrive pas à entendre? Et donc c'est une position instable qui exige d'être dans le présent immédiat et d'être attuned, d'être ajusté à l'autre. On peut se tromper, mais on doit être présent à soi et présent à l'autre en même temps. Le terrain, c'est pas vraiment ça, parce qu'on est quand même 24 heures sur 24 pendant des mois, donc ça peut pas être ça tout le temps. Il y a des moments où on essaye de faire ça, mais c'est difficile. Donc la pratique du terrain est quelque chose d'autre, et on a quand même, on essaie d'avoir des repères, justement pour, là aussi, évidemment, pour distinguer qu'est-ce qui est soi, qu'est-ce qui est l'autre, mais de temps en temps, il faut complètement s'immerger, et puis à un moment, quand on reste longtemps, on a l'impression que c'est banal ce qui se passe, parce que, je veux dire, ils ont les mêmes problèmes qu'on a, sauf qu'ils ne les résolvent pas de la même façon, mais quand on y vit longtemps et qu'on ne peut pas parler vraiment, on peut parler au téléphone avec sa famille, mais ça n'a plus beaucoup de sens parce qu'ils ne savent pas ce qu'on vit, donc de toute façon, les références ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc, maintenir les écarts. Voilà, donc la transdisciplinarité est problématique, et du coup, c'est pour ça que j'avais maintenu cette chose. Je ne me sentais pas en situation de faire de l'anthropologie médicale parce que j'avais ce problème d'être dans une autre position par rapport à la médecine, et idem pour la clinique psy. Donc, on m'a donné l'occasion de participer à un colloque où, parce que justement j'ai écrit cet article sur les objets cultuels, sur les chewing-gums, donc représenter l'irreprésentable, mais j'en avais un peu marre parce que ça faisait quand même longtemps que cet article je l'avais écrit, que c'est pas qu'on peut jamais en faire autre chose, mais vraiment je voulais faire autre chose, et je me suis dit bon ben il faut y aller quoi, il faut sortir les photos de dissection et puis aller y voir. Aller y voir. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est une des choses qui est apparue, c'est que je ne suis pas satisfaite de la façon dont, en général, on traite les émotions en anthropologie. Je trouve qu'on est trop axé sur les représentations ou sur les perceptions ou sur des qualifications, la peur, je ne dis pas que c'est faux, hein, mais moi, ce qui me semble manquer, c'est que les ressentis, ça se situe là, et ça ne se situe pas au niveau de la cognition. On peut rattacher, quand il y a des personnes qui ont des émotions trop fortes suite à des syndromes de stress post-traumatique, on peut leur faire raconter, on va faire appel à la cognition pour qu'ils fassent un récit de ce qui s'est passé, ce qui va leur permettre de prendre de la distance par rapport à leur ressenti. Mais j'ai trouvé que c'était important de revenir au ressenti, et ça, en prenant comme exemple premier, qu'est-ce que nous fait un cadavre à nous, médecins, quand on a un cadavre en état de putréfaction dans lequel on doit y mettre les mains. Alors, évidemment, la putréfaction, elle est comme on met des produits quand même pour qu'on ne tombe pas malade, voilà. Mais malgré tout, il y a des moisissures qui apparaissent, il y a des champignons qui sont que
au fur et à mesure des mois, c'est pas très ragoûtant, qu'on arrive à avoir peur. On sait que pourtant, il n'y a personne, parce qu'on est toujours en retard, donc il faut terminer à un moment donné, ça tombe dans les mois un petit peu, pas d'été, mais où il commence à faire chaud, enfin bref, on a des sensations bizarres et on a cette impression effectivement que c'est un agent actif. Bon, la putréfaction en soi d'ailleurs est active, mais bon. Et que ça ne se passe pas là du tout, ça bloque plutôt la pensée, ça passe d'abord par l'odeur qui fait ressentir, qui fait que des gens qui dissèquent ou des gens qui font des autopsies pendant des mois vont pas pouvoir manger. Il y a un journaliste qui a fait une très bonne étude sur ça. Voilà. Donc il y a à la fois l'odeur, il y a l'aspect qui est très prenant et ça vous prend aux tripes. C'est des gut feelings, qu'on appelle gut feelings en anglais. Et donc c'est là où je me suis dit, ça serait quand même intéressant qu'on revienne au ressenti et à l'associant à ce qu'on sait, ce qu'on propose en médecine occidentale, c'est-à-dire que nous avons deux systèmes nerveux. Un système nerveux qui est sous le contrôle de la volonté et qui concerne tout ce qui est nos muscles dits striés, donc qui sont sous le contrôle de... Voilà, je suis en train de bouger mes mains, je suis en train de parler, et là, j'utilise effectivement une partie de mon cerveau qui est liée à mon cortex. Il y a une partie qui n'est pas liée au cortex, qui s'appelle le système nerveux autonome, ou le système neurovégétatif, ou le système végétatif. Et là, ce n'est pas sous le contrôle de la volonté. Alors, certes, la méditation et la relaxation peut avoir des effets, mais quand vous dormez ou que vous êtes dans le coma, votre système fonctionne, et ça régit ce qu'on appelle les muscles lisses, hein, les muscles des artères, le muscle cardiaque, les muscles qui gèrent la respiration. Certains éléments qui gèrent la thermorégulation et la sudation ne sont pas sous le... Vous pouvez essayer d'arrêter votre sudation, ce n'est pas évident. Vous pouvez régir les émotions qui sous-tendent les ressentis, mais c'est compliqué. Donc, tout ça, c'est-à-dire, ça va renvoyer à la fréquence cardiaque, à la fréquence respiratoire, à la sudation, à la thermorégulation, donc d'avoir plus ou moins chaud, froid, etc., dans des situations de stress, à la contraction ou à la décontraction des muscles qui concernent la voie urinaire et intestinale, hein, le fait qu'on aille aux toilettes, ou qu'on ne peut pas se retenir, ou qu'on ait envie de faire pipi, ou au contraire qu'on n'y arrive plus. Tout ça, effectivement, participe d'un ressenti qui est en grande partie inconscient. C'est-à-dire qu'on va mémoriser des situations soit heureuses, soit très malheureuses, voire traumatiques. Et on va les mémoriser. Il va y avoir, on va l'associer à certains types de perceptions de façon, encore une fois, pas nécessairement consciente. Mais ça me semblait important de parler de ça parce que dans les rites, pour le coup, par exemple dans les rites d'initiation où on inflige de la douleur, comme le fait de justement vouloir constituer un corps masculin paradigmatique, on va infliger la douleur et la personne n'est pas censée montrer sa douleur. Et quand les gens font ce genre d'initiation où le corps est vraiment premier, les gens vont souvent vous dire, quand vous dites « mais qu'est-ce que c'était de faire ça ?» etc. Il faut que tu le fasses. C'est-à-dire que le côté de l'expérience est de quelque chose qui est inénarrable, pas seulement parce que c'est un secret, c'est parce que vraiment, ce dont on fait l'expérience physique est très difficile à transmettre si on ne l'a pas vécu. On peut par identification, il y a des récits, il y a des choses, mais c'est quand même pas la même chose, c'est une représentation. D'avoir cette expérience joue un rôle tout à fait particulier. Donc, voilà, la mort m'a entraînée à travailler sur les émotions. Donc ça, c'est une première partie et m'a conduit, par exemple, dans un article qu'on a coécrit également avec Michael. C'est le seul article qu'on a écrit ensemble, parce que c'est pas toujours évident d'avoir deux chercheurs ensemble. Je sais qu'on n'a pas les mêmes terrains, même si on a été sur les terrains de l'un et de l'autre.
Et donc de dire il y a quelque chose qui se joue justement dans les interactions rituelles. Alors, Laurence Kaufmann, qui connaît bien Kilani, puisque effectivement elle est à l'UNIL, mais en tant que sociologue politique, nous avait demandé d'écrire un article dans un livre qu'elle a fait à Raison pratique sur les émotions collectives. Et c'était pas évident parce que émotion collective en anthropologie, je sais pas pour vous, c'est pas un truc qui vient naturellement. Donc on a fini par se dire que finalement travailler sur les émotions dans les rituels serait une façon d'aborder effectivement la collectivisation d'une certaine façon des émotions. Et comme moi j'avais j'avais travaillé sur qu'est-ce qui se passe dans les rituels funéraires des aborigènes australiens avec qui j'ai travaillé, j'ai trouvé intéressant de reprendre cela et de reprendre à la fois des données plus anciennes concernant les Aranda et en analysant finalement les ressorts interactionnels de cette orchestration rituelle des émotions. L'article s'appelle l'orchestration rituelle des émotions et le ressort interactionnel. L'idée étant là encore que dans les rituels, on fait des choses qui ne sont pas des choses qu'on fait dans la vie ordinaire. On va vous demander de marcher à l'envers, de rire si vous êtes triste. Enfin, il y a des choses qui sont comme ça contre-intuitives et pourtant les gens présupposent qu'il y a du sens là-dedans. Alors, Michael a présenté, lui, il vous en a peut-être parlé, sur les danses de découverte de soi, comment ça s'organise. Disons que moi, je vais parler de la partie sur laquelle j'ai travaillé, qui a aussi eu une incidence sur la façon dont Michael a pu retravailler ses données sur les danses de découverte de soi. Ce qui est apparu, c'est que, justement, enfin, ce qui m'importe beaucoup, c'est que dans les rites funéraires canoniques, il y a la présence très souvent centrale du cadavre. Donc j'ai proposé de voir l'événement mort comme nous confrontant à 3 types de phénomènes. Encore une fois, c'est toujours les petits modèles ne sont pas prétentieux et prétendent m'être utiles à moi pour repérer des choses et pouvoir les comparer aux autres. Donc la présence d'un cadavre, les réactions émotionnelles des proches et la représentation collective de la perte et de la mort. Et que la présence du cadavre va permettre d'articuler ces 3 phénomènes en un même lieu, le moment du rite post-mortem, parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui se passent maintenant chez nous en pré-mortem, et donc parce que le cadavre va susciter des ressentis particuliers, va permettre de synchroniser des émotions distinctes de part et d'autre. C'est-à-dire que souvent, chez les proches, enfin la plupart du temps, les deuilleurs, le conjoint, les parents, les frères et sœurs du défunt sont les plus affectés et très souvent, ce qui se passe dans un premier temps, c'est une sidération, mais la coutume veut parfois, et c'était le cas des aborigènes, qu'on se coupe. Donc c'est comme si la douleur physique venait en place, effectivement, de ce qui est à l'intérieur et ne ressort pas, et se mettent à hurler. Et face à ce spectacle de la douleur, d'autres personnes plus éloignées du défunt vont être en contact avec leur expérience de leur propre mort, de leur propre expérience de tristesse, et vont ressentir. Et qu'il va y avoir un ajustement de l'intensité des ressentis,
mais par contre, pas nécessairement une homogénéisation de l'expérience émotionnelle ressentie. Et que ça, c'était important de maintenir cette hétérogénéité des positions. De la même façon qu'il y a une hétérogénéité des positions de parenté des gens vis-à-vis du défunt, il y a aussi une hétérogénéité des ressentis en fonction de cela. Et en même temps, entre les deuilleurs, le cadavre, et puis les personnes plus distantes du défunt, il y a des médiateurs qui vont organiser cette synchronisation des émotions, dont les unes vont aller de l'intérieur vers l'extérieur, l'extériorisation, et pour les autres, ceux qui sont plus éloignés, au contraire, de s'approprier ce qu'ils voient comme représentation de la mort et de la perte, pour pouvoir, à l'intérieur d'eux, ressentir. Et donc ça, c'est une chose. Donc, en particulier, alors, je ne sais pas si je dois le faire là, parce que j'ai un peu peur d'être ridicule. Donc, ce que j'utilise, des choses que j'ai utilisées en premier, j'ai beaucoup eu le temps beaucoup de mal à le faire en anthropologie, c'était d'utiliser les lamentations funéraires. Donc, je suis très mauvaise et je ne prétends pas du tout que je fais les lamentations comme le font les pleureuses aborigènes. Mais donc, quand un mort a lieu, alors peut-être qu'on sera obligé de couper là, donc je ne sais pas, mais en tout cas, il y a les aborigènes, il y a cette idée qu'il y a l'annonce de la mort qui est faite, et quand on va donner beaucoup de temps, de façon à ce que une majorité de personnes puissent venir à l'inhumation du mort. Donc le corps, selon les lois australiennes, vont être mis évidemment à la morgue. On va autoriser les aborigènes à aller visiter le mort. Mais en attendant, donc, les deuilleurs vont se mettre, s'ils sont traditionnels, dans ce qu'on appelle le Sorry Business Camp, c'est-à-dire qu'ils vont construire un campement spécifique dédié au travail du chagrin et de la douleur. Et pour les moins traditionnels, ça va se passer à l'intérieur de la maison, mais les gens, il y a plein de gens qui viennent dormir à la maison, qui viennent de partout. Les gens passent, les gens vont apporter de la nourriture, à boire, de l'argent pour payer les funérailles, etc. Et il y a des gens qui rentrent sans arrêt. On va peut-être s'arrêter là, parce que je reprendrai à ce moment-là pour les lamentations, parce qu'il vaut mieux que ce soit ensemble. Alors donc, il y a ce Sorry Business Camp, ou alors l'intérieur d'une maison qui en fait office, chez un proche parent chez qui va se faire ce lieu dévoué à la tristesse. Et donc, l'ensemble des personnes de la communauté ou des communautés plus éloignées vont aller rendre hommage et donc vont rentrer dans la maison. Et donc là, autour d'une table ou par terre, chez les traditionnels, ça se fait vraiment par terre, on va serrer la main de chacun des deuilleurs et des personnes présentes. Et dès qu'on rentre, qu'un nouvel arrivant arrive, les pleureuses vont commencer à faire leur lamentation. Donc encore une fois, je suis désolée, même vis-à-vis des amis aborigènes, parce que ce n'est pas du tout comme elles font. Elles sont plusieurs pleureuses. Évidemment, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus proches du défunt. Elles ne vont pas jouer le rôle de pleureuse pour leur propre mort. Mais je vais essayer de le faire. Voilà. J'arrête là, c'est pas bon. Mais l'idée, c'est que quand on fait ça, il y a quelque chose qui se passe là et c'est pas tellement là. Et ça affecte, et en même temps, on est en train de guer, d'embrasser les gens et de passer, et donc voilà. Et puis, on commence à dire, alors comment ça s'est passé, qu'est-ce qui va se faire pour un truc ordinaire, on commence à se marrer. À ce moment-là, quelqu'un d'autre arrive, et pof, ça recommence. Donc dès qu'on sera en état de pouvoir revenir, on est remis, vous voyez, dans une intensité émotionnelle qui retombe, mais qui remonte.
parce qu'il y a des médiateurs relationnels qui organisent le fait qu'encore une fois, c'est pas qu'on ressent, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ressentent les uns les autres, mais en tout cas l'intensité émotionnelle est ajustée. Et donc ça, je pense que c'est une chose, il y a des gens qui ont beaucoup mieux travaillé que moi sur les, Dieu merci, sur les lamentations, que je fais mal, encore une fois. Mais par contre, l'idée, c'était de ressentir ça et d'en parler et de voir que quand il y a l'idée d'un cadavre, de la décomposition, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, je ne vais pas décrire tout le rituel funéraire aborigène, puisque c'est dans un article qui est à la fois paru dans Cadavres et Shurika, dans les archives des religions, des sciences humaines, là, voilà, là, je me trompe toujours dans le truc, je ne sais plus si c'est en 2015 ou 2015, je ne me souviens plus, mais qui est aussi apparu dans le petit livre qui est là, je ne sais pas si c'est visible, donc qui a été simplifié et qui est simplifié, mais qui est contenu également, l'analyse est contenue à l'intérieur. Mais l'idée, c'était de reprendre aussi ce que Van Gennep avait proposé, qui est de dire que au moment de l'annonce d'une mort, la société, la société va devenir un espace, une société spéciale entre les vivants et les morts. D'où, lui dit d'une façon très naturelle, dont on va sortir plus ou moins vite en fonction du degré de proximité qu'on avait avec le défunt, et il dit naturellement celui qui sort en dernier est le veuf ou la veuve. Ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que ce n'est pas du tout dit que ce soit le cas à l'heure actuelle où l'enfant a pris plutôt la place du conjoint dans le type de deuil canonique dans nos sociétés. Mais peu importe, je vois comment je... Donc voilà. Donc, cette idée qu'il y a un espace dédié au travail de la tristesse. Alors, il m'a été donné de pouvoir faire des remplacements de psychiatre en Guyane et à Mayotte. Et à Mayotte, on m'avait, quand j'ai terminé mon remplacement, j'ai exigé qu'il y ait une fête que je voulais faire de mon départ. Et donc ils se sont dit qu'il fallait qu'ils me fassent un cadeau. Et donc ils m'ont offert un pagne typiquement mahorais, qui en Shimaoré, tous les pagnes ont une devise. Et donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme devise à notre psychiatre, qu'est-ce qu'on va choisir comme devise qui existe déjà. Et ils ont choisi « Chérie, viens m'ôter mon chagrin ». Et je me suis dit que c'était intéressant de voir effectivement, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, de façon générale, on est censé aider les gens à avoir moins de problèmes et donc le leur ôter, mais que revenait cette idée de chagrin qui était dans le Sorry Business Camp, et que effectivement il y a des espaces dédiés pour avoir le temps d'exprimer son chagrin. Et donc dans ce que je vous ai décrit de cet espace où pendant des semaines les gens vont défiler, vont venir manger, les aborigènes perdent leur travail parce que c'est très important d'assister à ces réunions, à ce travail de la douleur et de la tristesse. Et ça importe à la fois pour les deuilleurs, mais pour la personne elle-même qui contribue. Et ça donne effectivement le fait d'y avoir participé, fait que vous êtes inscrit dans la mémoire des gens d'une façon autre. Donc, il va y avoir ces temps où, à certains moments, d'ailleurs, certains deuilleurs les plus affectés vont pouvoir avoir des accès de colère et être retenus par les autres, etc. Puis, il va y avoir d'autres choses qui se passent,
c'est à un moment donné, il va y avoir l'inhumation. Donc, au moment de l'inhumation, on va sortir de cet espace spécial. La plupart des funérailles aborigènes sont organisées en fait tout le temps, pour moi, ce que j'ai vu, par des religieux, en fonction des missions qui ont colonisé, qui ont participé à la constitution de la réserve aborigène où on se trouve. Et donc on rentre dans l'endroit, et là, le cercueil, donc, quand moi j'ai commencé à faire mon terrain, était ouvert avec les deuilleurs qui étaient en face du cercueil ouvert, avec les pleureuses dont les cris retentissaient, mais aussi les deuilleuses féminines, les femmes qui se mettaient régulièrement à hurler, voire à se précipiter vis-à-vis du cercueil, et jusqu'à ce que le pasteur ou le prêtre ou l'officiant du culte arrive. Et à ce moment-là, tout le monde s'assied et on fait effectivement la messe qui correspond aux funérailles. À un moment donné, il va y avoir les messages qui ont été envoyés par ceux qui ne peuvent pas assister vont être lus, l'ethnologue, il est loin, etc. Et puis, il va y avoir évidemment les chants religieux qui vont être entonnés en chœur. Et puis, on va se diriger vers le cimetière à un moment donné, dans un long et lent et silencieux cortège où tout le monde va ensemble, jusqu'à la fosse. Et quand le cercueil est déposé à terre, à nouveau, il y a les lamentations funèbres, il y a le fait que certaines femmes ou filles ou sœurs vont se précipiter comme pour se jeter dans la fosse, etc. Et ça va être la dernière démonstration publique du pathos, public collectif du pathos. À partir de ce moment-là où le corps va être ancré dans le cimetière, on va revenir et il va y avoir un moment, je dirais, festif de partage. Il y a une collation qui est offerte dans un lieu public, qui peut être un hall communautaire, qui peut être un pub qui a été réservé pour l'occasion. Et là, l'ambiance n'est plus du tout lugubre. D'abord, on y va aussi de façon dispersée, donc on est tous arrivés ensemble. Et là, on va entendre des rires, on va raconter des blagues concernant éventuellement le défunt. Même la personne, la mère qui a perdu son fils, va être ajustée à ça. Ça ne veut pas dire que pour elle, le deuil est terminé. Le temps du deuil pour les deuilleurs est beaucoup plus prolongé, comme dirait Vangelis. Mais il n'empêche que là, alors qu'avant, c'était les gens plus distants devaient se conformer à la tristesse, à l'émotion des deuilleurs, c'est le deuilleur qui se conforme à la société des vivants. Et pour les vivants, il y a une part, la part publique est terminée en quelque sorte. On va pouvoir faire des mémorial, mais je veux dire, plus tard, autrement, ça n'a pas la même portée. Donc, à ce moment-là, il va y avoir aussi quelque chose qui est très drôle dans les anecdotes, c'est que très souvent, donc, il y a les vieilles femmes aborigènes, elles ont des petits bonnets comme ça en laine tricotés. Elles ont apporté des sacs en plastique et elles mettent tous les petits sandwichs et les petits gâteaux qu'elles vont rapporter à la maison, etc. Et ça dénote pour moi toujours le fait que la vie reprend effectivement quelque chose quelque part. Donc j'ai analysé ça pour montrer qu'on passait d'espace à un autre, il y avait tout un itinéraire, et que comment travailler sur justement les émotions et comment effectivement l'intensité du travail du chagrin est une chose, et après comment petit à petit, au travers, justement quand on passe du côté du cercueil, où là, autant dans la chambre mortuaire qui est à l'extérieur de la communauté, il va y avoir des soins une prolongation de la relation des deuilleurs, mais c'est un espace privé, tout le monde peut venir successivement mais pas ensemble, alors que la dernière occurrence du cercueil ouvert va être public, donc ça n'est plus quelque chose de privé, et puis on va passer à quelque chose où effectivement la société des vivants reprend son cours. Donc voilà, donc ça c'était une analyse, et ensuite ça m'a beaucoup intéressée
Nancy Munn a écrit un article sur le Guisarro, elle a repris des éléments du Guisarro des Kaloulis qui avaient été étudiés par Stephen Feld et les Schieffelin, et de repérer un autre élément dans les rituels qui concerne l'émotion collective. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Guisarro des Kaloulis. Et donc, il y a le Guisarro, c'est un rituel où un village invite des chanteurs-danseurs d'un autre village à venir faire le Guisarro chez eux pour pouvoir évoquer leur mort. Et donc les danseurs, je le résume de façon très synthétique, les chanteurs-danseurs qui sont très beaux, qui sont décorés de plumes, ça se passe la nuit dans les maisons collectives où les familles sont installées au-dessus sur des plateformes et à tour de rôle, un veuf va, une personne, un deuilleur, va aller, parce qu'il a ressenti, le chanteur a chanté si bien, a évoqué, pourtant pas du tout le mort, mais des espaces, des paysages qui évoquent les jardins dans lesquels il travaillait avec son conjoint, que il va exhiber sa colère et ses larmes, il a la morve qui coule, les pleurs qui coulent, et il va, en réponse à la douleur qu'il ressent à l'intérieur, il va prendre un brandon et brûler les épaules de celui qui a si bien chanté. Et l'autre se doit de rester impassible. Et ça va se dérouler toute la nuit. À la fin de la nuit, les chanteurs-danseurs ce sont les chanteurs-danseurs invités qui vont remercier leurs hôtes en leur offrant des colliers de coquillages. Donc il y a tout un symbolisme sur le fait que ça participe des échanges en général, que ce soit matrimonial ou des autres échanges de communauté en communauté, puisque, évidemment, une autre fois, les gens de ce village-là vont aller ailleurs. Et les gens vont dire, parce qu'on a bien pleuré, ça c'était vraiment important. Alors, pourquoi offrir des coquillages à ceux qu'on a... c'est pas ceux qui ont été brûlés qui reçoivent des coquillages, c'est ceux qu'on a bien fait pleurer. C'est qu'effectivement, là, le travail, je trouve, complémentaire de Monique Jody-Balini, qui n'a pas travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui a travaillé en Nouvelle-Bretagne, explicite chez les Soulka, c'est que de provoquer des émotions chez l'autre, c'est faire intrusion à l'intérieur de lui, on peut le rendre fou, et que du coup, il y a quelque chose qu'il faut qu'on répare, et effectivement, le fait d'offrir quelque chose est très important. Donc voilà, c'était une façon de remarquer que très souvent, puisque dans les danses de découverte de soi qui sont décrites dans l'article qu'on a fait en commun avec Michael, il y a des appariements aussi. Donc je trouve que très souvent, on n'a pas repéré que dans beaucoup de rituels, il y a des couples. Et par exemple, cette histoire de exhibition de l'émotion, impassibilité, il y a d'autres façons de faire, mais le fait d'utiliser le couple comme facteur d'appariement pour montrer quelque chose qui est en parfait contraste participe de la formalisation symbolique du rituel, mais qui fait des expériences. C'est-à-dire que plus l'autre exhibe son chagrin, plus on doit se retenir, et plus c'est important. Et donc, en fait, jeudi soir, je faisais un exposé justement sur le nouveau travail que je fais, que je vais peut-être terminer en l'explicitant brièvement. Et Sophie Godefroy, qui a travaillé à Madagascar, disait « Mais à Madagascar, c'est exactement l'inverse. On ne doit surtout pas pleurer les morts en public, c'est très mal vu, c'est associé à la sorcellerie, c'est vraiment... » Mais elle me dit « Mais d'une certaine façon, se retenir a des effets similaires. » Voilà, je pensais que c'était intéressant par rapport à l'impassibilité, d'être impassible face au chagrin des autres, c'est un travail de ressenti interne également,
Donc je pensais que c'était très important et je trouvais que c'était très juste que ce que disait Sophie Godefroy. C'est vraiment très différent, puisque moi j'ai travaillé sur l'exhibition du chagrin par contraste avec ce qui se passe chez nous, mais elle n'a pas tort que de se retenir est aussi une façon de ressentir aussi de façon parfaitement importante. Donc je pense que là, ce qu'on a suggéré à la fin de l'article, c'était, moi j'ai toujours beaucoup aimé l'idée de miniaturisation pour parler des œuvres d'art, c'est-à-dire que l'œuvre d'art, c'est un monde entier qui devient, comment dire, appréhendable en entier par le spectateur. Et que finalement, il dit que il y a une meilleure compréhension en diminuant la sensibilité. On augmente une forme d'appréhension, compréhension. Moi, j'ai proposé de dire que dans le rituel, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, moins on comprend, plus on augmente la capacité d'avoir une appréhension sensible de l'expérience. Des choses comme ça. C'est mieux dit dans l'article. Hein. Mais là, faut quelques heures, je suis un peu... Voilà. Donc ça, c'est une chose. Bon, je pourrais en parler plus. L'autre chose, ça a été ce que je travaille à l'heure actuelle. C'est qu'en travaillant sur ça, j'ai été amenée à inviter à être dans des jurys de thèse, des jurys de thèse sur les soins palliatifs, des jurys de thèse sur le suicide assisté en Belgique. Et j'ai rencontré comme ça des jeunes chercheurs, une jeune sociologue, Pauline Launay, et une jeune psychologue, Célia Christie, qui ont travaillé, qui ont fait leur travail de terrain de thèse, même si c'est en psycho et en sociologie, dans des unités soins palliatifs. Et il y a toute une partie de leurs données qu'elles n'avaient pas pu exploiter pour la thèse. On en a repris certaines, hein, c'est un travail en cours, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Et c'était très intéressant de constater que finalement, comme je vous le disais, je pense que c'est très important de voir que l'institution médicale, dans nos vies, enfin, l'importance qu'elle va avoir, parce que tout le monde va être hospitalisé à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'au moment de la naissance, même si ce n'est pas un hôpital, ça sera un lieu médicalisé, ou au moment de sa mort, les EHPAD, hein, là où on termine sa vie de nos jours de façon importante. Maintenant, la création des unités de soins palliatifs, qui est quand même assez récente. Et donc, comme vous le savez probablement, dans les années 50, Gorer, qui est un sociologue anglais qui a écrit La pornographie de la mort, mais également, évidemment, Elias va évoquer la solitude du mourant, il va y avoir le fait que dans les premiers temps où la médecine va prendre en charge la mort, enfin, je veux dire, il va se trouver que les gens vont mourir dans certaines unités, il y a une ritualisation pour nous, les médecins, hein, quand on s'occupe de la mort, enfin, tout est ritualisé dans les actes médicaux, tout est indispensablement ritualisé, y compris quand on doit exploser grâce à l'humour et rire de choses qui sont abominables parce que ça nous rend plus humains de rire, qu'évidemment ça ne doit pas être connu du public, mais pour nous, il y a des situations qui sont intolérables, on voit des choses qui sont très très difficiles. Et ça aussi, c'est une forme de rituel important, même s'il est complémentaire de la ritualisation très réglementée des gestes médicaux dans tous les cas. Mais en tout cas, il n'y avait pas de... Comment dire, on n'intervenait pas à la place des religieux pour aider les gens à faire face à la mort de leurs proches. Ce n'était pas notre boulot, quoi. Puisque la médecine, elle n'était pas faite pour aider les gens à mourir, mais elle était faite pour les aider à vivre. Et donc, on a vu des changements. Moi, je dirais qu'il y a il y a 3 facteurs au moins très importants. Il y a eu la médecine néonatale dans les années 70, où parce qu'on a pu prendre en charge des grossesses très prématurées
Et donc il y avait un taux de mortalité qui a diminué dans les services de néonatologie, mais c'est toujours le cas, il y a beaucoup de morts en néonatologie. Et c'était les soignants qui se prenaient de plein fouet la douleur des parents. Et les médecins se défilent. Et c'est là où, moi je pense que c'est très important, quand on parle de soignants, on fait comme si infirmières, aides-soignantes et médecins étaient tous une équipe de soignants. C'est faux. Le médecin est prescripteur et les infirmières et les aides-soignantes sont auprès du lit du malade dans des soins qui durent parfois très longtemps. Tandis que nous, en tant que médecins, on est ponctuellement là. On peut faire une piqûre, c'est rare, parce que souvent les infirmières, elles les font. Mais on peut effectivement faire un pansement. Mais il n'y a pas ce soin attentif qui est vraiment proprement du care. Le médecin, il n'est pas dans le care, il est dans le cure, et c'est vraiment un autre travail. Et donc dans les unités de soins palliatifs, enfin dans les unités de soins que j'appelle somatiques, enfin curatifs on dirait, le médecin, enfin les infirmières et les aides-soignantes sont au service du médecin, pour le patient évidemment. Dans les unités de soins palliatifs, quand elles vont se mettre en place, ça va être l'inverse. C'est le médecin qui va être au service de l'équipe soignante, puisque l'accompagnement du mourant est au plus près. Il va y avoir des gestes, il va y avoir des massages, il va y avoir des choses qui ne sont pas nécessairement... On sait, à partir du moment où vous êtes dans une unité de soins palliatifs, que vous êtes incurable, qu'on ne va pas vous guérir, mais qu'on va vous accompagner au mieux pour que vous viviez vos derniers instants au mieux qu'ils soient. Et donc là, en reprenant les données, il y a des choses qui sont apparues. C'est que pour les soignants, donc infirmières et aides-soignantes dans ces services, ce qui est intolérable, c'est la douleur physique. Or, à l'heure actuelle, la législation fait que quand un patient a décidé de ne pas avoir d'analgésie, enfin de pouvoir avoir des antidouleurs, on doit le respecter. Parfois, il y a des transgressions qui se font de la part des soignants. Imaginez, parfois, quand ils font des soins, ils font souffrir, et ça, c'est intolérable. Par contre, ce qui est très bien vu, c'est la douleur morale. Ça veut dire que le patient est en train de réaliser qu'il va mourir, et ça, c'est le respecter que de susciter ce sentiment, puisque pour qu'il soit présent à sa propre mort, d'une certaine façon, mais sans souffrir. Par contre, la douleur physique, c'est la vie qui résiste. Et ça, c'est pas bon. Voilà, ce jugement comme ça. Et l'autre chose, c'est que, par contre, ils disent qu'il faut faire craquer les familles, il faut qu'ils réalisent, il faut qu'ils expriment tout ce qu'ils ont sur le cœur, parce que c'est le dernier moment où ils pourront partager des choses. Alors ils ne disent pas ça, hein, ils disent « moi, le patient, c'est pas sa maladie qui m'importe. D'abord, moi, je suis là pour le patient, et il n'est pas réductible à sa maladie. » Et donc, il va y avoir les soignants vont être du côté du patient, et le médecin, paradoxalement, va aider les familles qui parfois sont assez maltraitées. On dit il faut qu'ils craquent, il faut vraiment que ça soit à vif pour qu'ils puissent s'exprimer, etc. Alors il y a un moment où tout ça va se clore, quand vraiment on est vers la fin, il va y avoir une fermeture effectivement, et quelque chose où on va laisser le patient et les familles. C'est une façon très réductrice de dire, parce qu'évidemment les membres de la famille n'ont pas les mêmes positions, et on retrouve une hétérogénéité. Et je vais m'arrêter là, puis je reprendrai sur le suicide